Heureux de vous retrouver sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour. Situation confuse à Bujumbura, au Burundi, pendant qu'il assistait à un sommet extraordinaire sur la situation et la résolution de la crise dans son pays. Le président Pierre Nkurunziza a été destitué par son ancien bras droit, le général Godefroid Niyombare, ancien patron des renseignements burundais. Depuis ce 13 mai 2015, c'est l'embrouille totale à Bujumbura. C'est la première question à débattre dans cette émission. L'entêtement du président Pierre Nkurunziza à briguer un troisième mandat est à la base de cette situation confuse. Mais si ce coup d'État militaire se confirmait, quelles seront les réactions sur le continent africain et dans le monde entier? Coup d'État militaire au Burundi, quelle position pour la communauté internationale? C'est le premier sujet à débattre dans cette émission. Ensuite, nous ferons un tour en Guinée où l'ancien président putschiste Moussa Dadis Camara a annoncé en début de cette semaine son intention d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 dans son pays. L'annonce de la candidature de Moussa Dadis Camara en Guinée, coup politique ou un bluff politique, ce sera le deuxième sujet en discussion ce jour sur Sika Infomag, votre magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Mais avant, voici le point de l'actualité à travers le flash d'information. Au Burundi, le président Nkurunziza se trouve toujours en exil en Tanzanie. Les tirs à l'arme lourde ont cessé ce jeudi en milieu de matinée à Bujumbura, que les putschistes disent désormais contrôlés. Au lendemain de l'annonce de la destitution du président, la radio et la télévision nationale sont toujours aux mains des militaires loyaux à Nkurunziza. En visite au Nigeria, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a apporté son soutien ce mercredi au président élu Muhammadu Buhari. Au cœur des discussions, la relance des activités de la Blair's Africa Governance Initiative et de la Faith Foundation qui ont travaillé main dans la main pendant plusieurs années au Nigeria. En Tunisie, la société civile a dénoncé ce mercredi le caractère liberticide de projets de loi visant à protéger les forces de sécurité contre les mouvances djihadistes armées. Ce projet approuvé en Conseil des ministres a été jugé incompatible avec les standards internationaux des droits humains par 13 ONG. Coup d'État militaire au Burundi, quelle position pour la communauté internationale? C'est le sujet à débattre dans cette émission juste après ce générique. Pour lancer le débat sur le Burundi, j'ai sur ce plateau Bellarminus Kakbovi. Il est docteur en communication politique et Joël Yetondi, journaliste à la rédaction de Sika TV. Chers invités, bonjour. Bonjour Joël. Ma première question s'adresse à vous, Bellarminus Kakbovi. Est-ce que la situation aujourd'hui qui prévaut au Burundi, est-ce qu'on peut dire que cette situation était prévisible? Ben oui, elle était prévisible, on l'a dit dans une émission précédente, toujours sur la situation au Burundi, et je disais justement qu'il y a une guerre civile qui guette à nouveau ce pays, et on en est arrivé là à cause de l'entêtement, de la têtutesse du président Pierre Nkurunziza. Déjà, il faut dire que moi je suis un légaliste, et je ne peux pas être porté à un haut degré d'incandescence par tout ce qui est interruption prématurée, illégale et irrégulière d'un mandat électif. Mais il faut dire dans ce cas d'espèce que c'est le président Nkurunziza qui a causé tout ce qui se passe aujourd'hui en refusant d'écouter tout ce qu'on lui dit, aussi bien ses compatriotes que les membres de la soi-disant communauté internationale. Et aujourd'hui, il a amené les Burundais à ce niveau-ci. Et vous l'avez dit dans votre introduction, nous sommes aujourd'hui face à une situation chaotique, confuse, où des tirs à lame lourde sont entendus ça et là dans Bujumbura. Et ça va être quand la fin? C'est une grosse interrogation. Exactement. Joël Yetondi, est-ce qu'on pouvait prévoir cette situation de crise, de coup d'État au Burundi, à Bujumbura, pendant que le président Pierre Nkurunziza assistait en Tanzanie à un sommet qui devait participer à résoudre la crise politique dans son pays? Oui, il y avait déjà des indices. Tout pouvait arriver avec Pierre Nkurunziza dans sa posture, son entêtement, c'est effectivement le mot. Il faut constater que pendant qu'on tirait à balles réelles déjà sur les populations, il y avait une armée qui avait une position qui devrait pousser à réflexion. Et en premier lieu, c'est la réflexion au niveau d'abord de Nkurunziza. Voilà une armée qui dit jouer l'intermédiaire, jouer à la neutralité pendant que la police tire. C'est cette armée qui se met au milieu entre la population
et la police. C'est un indice qui ne trompe pas. Et lorsque les choses se passent de cette façon, et qui plus est, une armée qui est presque hétéroclite, donc vous ne pouvez pas dire d'office qu'elle était acquise à votre cause, il faut savoir raison garder. Et là-dessus, qu'on voit un certain Nkurunziza qui part pour soi-disant un sommet qui doit statuer sur le cas de son pays, alors qu'il y a le feu à la maison, ce n'est pas compréhensible. Donc Nkurunziza aurait pu, voilà, il aurait pu rester à la maison et comme on l'a vu de par le passé, envoyer un émissaire, écouter les conclusions et prendre les décisions. Une caution pour son coup de force constitutionnel, peut-être. Ce qui lui est arrivé simplement, c'est des autres chefs d'État qui ont aussi des velléités. Oui, il y a eu certaines insuffisances, voyez-vous. Quand ça se passe comme ça, et il n'y a que votre ego qui compte, ça vous arrive très rapidement, vous êtes aveuglé. Nkurunziza était trop sûr de lui-même, il n'y a pas d'autre mot. Très sourd parce que sûr de lui-même, très aveugle parce que trop sûr de lui-même. Nkurunziza se voyait en territoire conquis. Il n'a jamais imaginé un instant qu'il pourrait y avoir ce renversement de situation très rapidement en sa défaveur. C'est pourquoi il s'est dit, tiens, je pouvais partir et revenir. La maison était bien gardée. Il pensait avoir cadenassé le Burundi. Tout à fait. C'était pas un acquis, c'était pas gagné d'avance. Je pense que quand on est dans la posture de Pierre Nkurunziza, on peut se permettre de voyager. On en a parlé longuement la dernière fois. En fait, lui, il pense détenir son pouvoir de Dieu. Et donc, vous allez voir, la plupart des chefs d'État africains, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle race de chefs d'État africains qui appartiennent à la mouvance évangélique, donc les born again, et donc qui estiment que c'est Dieu, le Dieu tout-puissant qui leur a donné le pouvoir. Et donc, il y a une loi en politologie qu'on appelle le parallélisme des formes. Un pouvoir que Dieu t'a conféré, personne ne peut te l'arracher. Aucun être humain ne peut lui arracher. Voilà, exactement. Et donc, lui, vous allez observer que la plupart des chefs d'État africains qui appartiennent à cette mouvance évangélique s'enferment et vivent dans leur bulle. Ils n'écoutent plus personne. Ils estiment, avec la caste de pasteurs qui les entourent, que rien ne leur arrivera. Et quand vous êtes dans sa posture, vous pouvez vous permettre de voyager comme vous voulez, parce que Dieu garde le temple. Le pays est gardé. Alors, Bellarminus Kakovi, dites-nous, aujourd'hui, qui dirige le Burundi? Ben, je ne pense pas que le Burundi soit aujourd'hui dirigé. Il y a une cacophonie totale actuellement à Bujumbura où les hommes du général-major Niyombare disent que c'est eux qui dirigent le Burundi, qui dirigent le pays, qui ont le contrôle de la majorité de la capitale. Et il y a eu, il y a quelques heures, un communiqué du ministre de l'Intérieur, Doudou, qui est resté fidèle à son président, à Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'il pouvait faire autrement, le ministre de l'Intérieur? Ben, je pense qu'il aurait pu se dire que, bon, voilà, la messe est dite et prendre ses responsabilités. Et là, aujourd'hui, on en est arrivé à des tirs à l'âme lourde de part et d'autre. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une réunion tout à l'heure au niveau de l'état-major des forces armées où ils sont en train de vouloir faire une déclaration. Laquelle déclaration pourrait être proche de celle du général-major Niyombare. Et je pense que si on en arrive là... Vous pensez que les militaires vont s'entendre pour garder le pouvoir? Je pense que les militaires vont s'entendre pour garder le pouvoir. On va en arriver là. Joël Itondi, c'est votre avis? La probabilité est très forte. Il n'y a que deux issues. Deux issues parce que moi, je n'envisage pas la troisième. La troisième, celle d'un probable retour de Nkurunziza. Non, la messe est dite. En ce qui concerne le sort de Nkurunziza, si on va en parler de Nkurunziza, ce sera son sort face à la justice, face à la CPI. Oui, maintenant, en ce qui concerne le pays, il n'y a que deux issues. Soit la messe s'entend et on essaie de faire des concessions de part et d'autre en ce qui concerne les loyalistes. Vous savez, en parlant des loyalistes, ils ne sont pas blancs comme neige. Il y a des choses à leur reprocher. Donc, il faut qu'ils assurent, comme ça arrive souvent, leurs arrières. Alors, nous déposons les armes, mais à quelle sauce serons-nous mangés? Ils doivent le savoir. Donc, il est question pour le général Niyombare et les siens de pouvoir couper la poire en deux, rien que pour la stabilité du Burundi. Donc, en cela, il y aura consensus. Ils vont s'entendre et trouver le juste milieu. Mais, s'ils n'arrivaient pas à s'entendre, on attend toujours le communiqué. S'ils n'arrivaient pas à s'entendre, ce sera la seconde issue. L'issue du pourrissement. Donc, on risque de tomber là, dans une guerre civile, faute d'un génocide. Donc, Burundi n'est pas sorti de l'auberge.
Alors, je voudrais partager avec vous l'avis d'un téléspectateur qui dit que la communauté internationale doit certes condamner le coup d'État militaire au Burundi, car c'est anticonstitutionnel, mais ça permettra aussi de tourner la page Nkurunziza, l'annonce de la candidature de Dadis Camara. Bon, ça c'est le second sujet. Donc, ce téléspectateur, ça s'appelle Ali Baro Cowboy, je ne sais pas d'où il nous écrit, mais c'est sur la page Facebook de cette émission. Joël Etondi, je reste avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un certain Pierre Nkurunziza peut chercher à tenter un coup de force? Un ancien rebelle peut chercher à revenir à Bujumbura par la brousse ou bien à soulever une rébellion? Ce n'est pas exclu, mais comme on dit, excusez l'expression, souris saoulé connaît le carrefour du chat. Non, vous pensez... son ancien compagnon est là, ils se connaissent très bien. Et aujourd'hui, il y a cette confusion. Mais quand vous suivez un peu le déroulement, c'est clair que Niombaré, d'une manière ou d'une autre, maîtrise une bonne partie du pays. Et ça, ce n'est pas un facteur à exclure. C'est un paramètre qui peut amener à beaucoup de réflexions au niveau de Pierre Nkurunziza. L'autre chose, aujourd'hui, officiellement, il y a le site burundais Gauza qui a précisé qu'effectivement, Pierre Nkurunziza est à Dar es Salaam. Mais, suivant une seule condition, on lui a demandé de garder le silence et de savoir agir. Qu'est-ce que cela signifie? Quitter, en tout cas partir de Dar es Salaam aujourd'hui pour poser des actes qui peuvent envenimer la situation, ça va être très difficile. Il n'a pas les mains libres. L'homme hier, auteur d'exil pour sa population, est en situation d'exilé aujourd'hui. Donc, ces marges de manœuvre sont aussi très limitées. Donc, si on le dit de ce terme, ça veut dire que le coup est consommé. Ah bon, les gens ne le disent pas officiellement, mais ça veut tout dire. Un communiqué où on dit « nous condamnons » sans avoir reconnu officiellement qu'il y a coup de force. On dit nous condamnons l'acte qui a été posé, ce coup d'État, mais c'est avoué ce qui s'est passé. Aujourd'hui, certes, il y a une confusion, mais à l'étude de la situation, la confusion s'explique une fois encore parce que ceux qui sont là et qui se disent aujourd'hui fidèles à Nkurunziza doivent assurer leurs arrières. Donc tout se joue plutôt dans ce sens-là. Maintenant, Minus Kakovi, est-ce que vous pensez que Pierre Nkurunziza va tenter un coup de force, va vouloir revenir by forcing à Bujumbura? Oui, il faut d'abord étudier le statut de Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza, ne l'oublions pas, certes c'est un homme de Dieu, mais c'est un putschiste. Jusqu'au boutiste également. Voilà, c'est un jusqu'au boutiste, il est prêt à tout. Je pense qu'à un moment donné, quand il va sentir que la situation est complètement en train de lui échapper, il va essayer de tenter quelque chose. Cependant, nous avons tendance à limiter ce qui se passe aujourd'hui au seulement général-major Niombaré. Mais il n'est pas seul. Il est entouré d'un certain nombre de généraux qui maîtrisent très bien les forces armées burundaises, qui maîtrisent très bien le pays. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, comme le disait justement Joël, Pierre Nkurunziza est fragilisé, est sérieusement fragilisé. Ceux qui jouent les loyalistes aujourd'hui, ils vont le jouer parce qu'ils ont certainement des casseroles à défendre, ils veulent savoir de quelle sauce ils seront mangés après. Et donc je pense qu'au fil des négociations, toute cette nuit, il y a eu des négociations à la RTNB, la Radio-Télévision Nationale du Burundi. Et ces négociations se poursuivent encore. Et ces négociations, voilà, se poursuivent encore. Et je pense qu'ils vont réussir à trouver un terrain d'entente s'ils acceptent de couvrir les arrières de ces loyalistes et que la situation redeviendra plus ou moins normale. Alors, nous allons évoluer dans ce débat. Alors, quelle légitimité peut-on accorder aujourd'hui à un régime militaire au Burundi? Quelle sera la position de la communauté internationale par rapport à ce coup de force? Je pense que déjà, il n'y aura aucune légalité puisque c'est un coup d'État. Mais en termes de légitimité, je pense que ce nouveau régime, on espère que ce sera un régime de transition, est très légitime parce qu'il faut écouter ce qui s'est passé. Enfin, la liesse des Burundais. Hier, il y avait une liesse populaire dans le pays. Je parlais avec une amie journaliste burundaise qui me disait tout à l'heure, c'était le jour de la délivrance. Ça veut tout dire. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est un régime, enfin, on parle un peu trop vite, légitime. Maintenant, au niveau de la communauté internationale, parlons de l'Union africaine, vous connaissez la chanson habituelle. Oui, mais là, justement, Dlamini Nkosazana avait dit, Zouma, justement, Madame Zouma avait déjà
condamné le coup de force de Nkurunziza. Alors, vous ne pensez pas qu'elle puisse applaudir? Elle va applaudir. Elle va pas applaudir parce que si elle applaudit, elle va créer une sorte de jurisprudence, c'est-à-dire que oui, allez-y dans vos pays, faites des coups d'État et nous allons applaudir. Non, elle va pas applaudir. Il y aura une... Elle va soutenir en dessous. Bah ça va se faire. Inévitablement, si ça ne se fait déjà pas. Mais ils vont dire, oui, nous condamnons le coup de force qui a lieu et tout. Et puis après, il y aura des sommets de négociations, de discussions, ça et là. Et puis après, la mise en place d'une transition. Exactement, pour la mise en place d'une transition plus ou moins paisible. Maintenant, l'Union européenne, on connaît déjà sa position. Elle a menacé à plusieurs reprises, comme les États-Unis, de sanctionner Pierre Nkurunziza et certains de ses collaborateurs. Pour eux, c'est du pain béni si le coup de force réussissait. Joël Yetonji, la légitimité d'un régime militaire actuellement au Burundi et la position de la communauté internationale par rapport à ce coup de force? Il n'y a pas à trop réfléchir. Il suffit de loyer du côté du Burkina Faso pour voir comment ça s'est passé. La différence ici, c'est que déjà au niveau de l'armée, il n'y a pas encore l'unanimité, mais on tend vers ça, on risque de l'avoir. Et la démarche sera la même. On demandera finalement aux uns et aux autres, ceux-là qui ont encore les armes en main, de déposer les armes, de s'entendre. On aidera les Burundais à avoir un gouvernement d'union nationale, un gouvernement le plus élargi possible. On essaiera de revoir le statut de ceux-là qu'on a jetés en prison illégalement, ceux-là qui sont en fuite parce que ne se sentant plus en sécurité. Je vais penser rapidement au premier vice-président de la Cour constitutionnelle. Tous ceux-là vont revenir et il s'agira de rebâtir le Burundi. Et comment aller très rapidement aux élections, dans quelles conditions? Voilà, la communauté internationale essaiera d'apporter les moyens qu'il faut en faisant des mises en garde et accompagner simplement le Burundi à retrouver son statut. Donc vous pensez donc que ce coup d'État sera validé à l'international? Officiellement, comme vous le savez déjà, il n'y aura pas d'applaudissement, comme il a dit, non, officiel, non. Mais on n'a pas le choix, puisqu'on a en face de nous, je l'ai souvent m'atteler, non pas parce qu'on n'est pas démocrate, face à des gens qui n'entendent pas, il faut guérir le mal, pas le mal. Malheureusement, c'est ça. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas le fait des hommes en armes, c'est le fait d'une population, c'est le fait d'une société civile très organisée, des gens déterminés qui veulent tourner la page. Et quand c'est comme ça, malheureusement, quand ça se passe, ils n'ont pas la dernière solution. La dernière solution, il faut des armes, des hommes en uniforme pour venir à la rescousse. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, quand ça arrive, il faut les accompagner pour la porte de sortie. Joël Yetonji, les chefs d'État est-africains avaient condamné ce mercredi ce coup d'État. Est-ce que vous pensez qu'ils vont maintenir leur position si ce coup se confirmait? Non, c'est clair, vous l'avez vu. Je dis exactement, presque la même photo. Le vent qui a soufflé au Burkina Faso a soufflé d'une autre façon, peut-être, mais à quelques sessions près, c'est la même chose. Ils vont condamner, oui, ce qui s'est passé, fustiger un peu ce qui s'est passé. Mais après, vous les verrez, ils reviendront pour bâtir le Burundi avec eux, pour faire des mises en garde. Il ne faudrait pas que, eh bien, vous avez une période pour construire le Burundi. Il ne faut pas que ça bascule. Il ne faudrait pas qu'on assiste à autre chose. Il ne faut pas récupérer le pouvoir du peuple. Il faut donner le pouvoir au peuple. On les aidera à aller vers un État démocratique. Et c'est ce qui va se passer. Des élections libres. Alors, Berlaminus Kakovi, on vient donc d'assister à un coup d'État militaire au Burundi, donc à l'image du Burkina Faso. Le président Pierre Nkurunziza a été déposé tout simplement parce qu'il voulait un troisième mandat que l'opposition et la communauté internationale jugeaient incompatible avec la constitution, anticonstitutionnelle. Quel impact ce coup d'État au Burundi pourrait avoir sur le comportement des présidents africains qui continuent d'avoir des velléités révisionnistes sur le continent africain? Bon, déjà, je pense que ce qui s'est passé au Burundi hier, c'est pas totalement à l'image de ce qui s'est passé au Burkina Faso, dans la mesure où Blaise Compaoré, lui, a démissionné. Pierre Nkurunziza ne l'a pas fait. Il a été contraint à la démission. En effet. S'il ne démissionnait pas, il allait être renversé par les militaires. En effet. Et donc, non, je pense qu'il y a encore une caste de chefs d'État en Afrique qui sont têtus. Et comme je l'ai dit, ils sont dans leur bulle. Ils estiment que c'est Dieu qui leur donne le pouvoir, c'est Dieu qui va le leur reprendre. Et je voudrais leur dire tout simplement que ce même Dieu, même si je ne suis pas un lecteur fidèle de la Bible, dit dans Matthieu 19, verset 24, que je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, ils n'ont qu'à savoir que Dieu qui leur a donné le pouvoir ne leur a pas dit de s'accrocher aux biens de la terre. Il faut qu'ils exécutent leur mission divine en respectant les règles de Dieu. Et une fois que le peuple dit, on en a marre,
il faut laisser le pouvoir. Ils ont bien d'autres choses à faire. Nous avons des chefs d'État africains, enfin des anciens chefs d'État africains qui ont laissé le pouvoir simplement et qui aujourd'hui circulent librement et personne ne leur dit rien. Et donc je pense qu'à ces chefs d'État qui s'entêtent, je pense à Kabila, en RDC. Est-ce que vous pensez qu'il va apprendre, il va tirer le champ de cette situation? Ils n'apprennent pas. S'ils apprenaient, Pierre Nkurunziza ne serait pas en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il aurait dû apprendre du cas de Nkurunziza se pensait peut-être plus intelligent que Compaoré. Certainement. Certainement. Joël Yetondy, est-ce que vous pensez qu'un certain Kabila pourrait apprendre de ce qui est arrivé à Pierre Nkurunziza ou les autres chefs d'État africains qui ont des velléités révisionnistes pourraient tirer le son de cette situation burundaise? Cela devrait, mais malheureusement, une fois encore malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Pourquoi? Quand ça s'est passé au Burkina Faso, il y a eu quelques velléités de part et d'autre. On a entendu des chefs parler directement au soit le ministre, en tout cas l'état du pouvoir, fait comprendre à ces populations qui ont commencé par manifester d'une manière ou d'une autre que ce qui s'est passé au Burkina ne se passera pas chez eux, que le Burkina n'est pas tel ou tel autre pays. C'est dire que chacun, au lieu de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce que le peuple dit au fait? Mais se disent, que ferons-nous pour améliorer la stratégie du dictateur d'hier qui a échoué? Alors, on va perfectionner la stratégie malsaine du dictateur d'hier qui a échoué pour essayer de se maintenir. C'est dommage. Donc mais malheureusement, vous pensez que chacun innove, apporte un plus à ce qui a fait tomber l'autre. À ce qui a fait tomber l'autre, au lieu de regarder dans le sens inverse. Mais malheureusement, et heureusement pour cette Afrique, nous avons une population de plus en plus mature qui a compris qu'il faut cesser de compter sur ces hommes politiques parce qu'ils n'ont d'intérêt qu'eux. C'est-à-dire, leur intérêt, c'est leur intérêt. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ces acteurs politiques ne réfléchissent qu'à deux choses dans ce jeu-là. Qu'est-ce que moi je gagne et non qu'est-ce que le peuple gagne. Le peuple l'a compris. Heureusement, on a encore une société civile, même si de temps à autre elle déçoit, une société civile qui est aussi aux aguets. Donc, une fois encore, si ces acteurs politiques n'ont pas compris, qu'ils sachent que la population est en train de suivre de très près ce qui se passe et réfléchit au jour le jour et après est prêt plutôt, malheureusement, au sacrifice suprême, comme je le dis, pour arracher sa liberté. Il ne faut pas oublier le rôle de la presse également, la presse sur le continent africain. La presse, oui, il faut souligner et saluer ce rôle. Parce que vous avez constaté ce qui s'est passé très rapidement au Burundi. Ce n'est pas rien. Tout le monde a compris aujourd'hui qu'effectivement, qu'il faut même revoir le statut de cette presse qu'on qualifie de quatrième pouvoir. Il semblerait qu'il devient de plus en plus le premier pouvoir. En tout cas, il bouscule sérieusement les reins, la place aux autres. Oui, et très rapidement, au Burundi, ce qui s'est passé ces dernières heures témoignent, à n'en plus douter, de cette place prépondérante, je veux dire, que la presse occupe. On s'est attaqué aux chaînes privées qui, rapidement, a aidé la population à comprendre ce qui se passe, à redonner confiance à la population. C'est à ces radios qu'on s'est attaqué. Donc, ça reste un symbole très fort. Mesdames, Minus Kakoville, donc la démonopolisation des ondes sur le continent africain, donc, est une bonne c'est-à-dire, c'était la chose idéale à faire pour la démocratie sur le continent africain. Oui, je pense inévitablement parce que la liberté d'expression, c'est l'un des principes fondateurs de toute démocratie. Et donc, je pense que c'était la chose à faire et ça a été bien pensé. Cependant, je pense que ce serait trop injuste d'accorder tout le pouvoir à la presse et dit qu'elle serait en train de devenir premier pouvoir. Non, par le passé, il y a eu la presse privée notamment, et pourtant, dans certains pays, il y a eu des dérives. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, ça a été notamment grâce également aux internautes. Il y a beaucoup de mobilisations. C'est la presse électronique. Exactement. La presse. Non, pas seulement. Il y a des initiatives qui ne sont pas forcément de la presse, des initiatives citoyennes. Voilà. Sur WhatsApp, par exemple, il y a eu de fortes mobilisations. C'est justement pour ça que le pouvoir a dû suspendre l'utilisation de WhatsApp et de Viber il y a quelques jours, des réseaux sociaux dans le pays. Donc je pense qu'il y a une certaine veille citoyenne dans la plupart des États africains aujourd'hui qu'il faut encourager. Vous savez qu'il y a quelques mois par le passé, des chefs d'État ou des hommes politiques peuvent faire des déclarations, mais personne n'était au courant parce que, bon, voilà, il n'y avait pas la presse présente. Mais aujourd'hui,
ils font attention à ce qu'ils déclarent. Parce qu'avec un petit smartphone, ils sont enregistrés et ça tourne. Voilà, exactement. Alors, nous avons encore ce sujet, mais ma dernière interrogation, Joël Guitondi, comment se fait-il que c'est seulement sur le continent africain que nous avons de ces genres de situations, des velléités de présidents qui veulent violer la Constitution, qui veulent un 3e, un 4e ou un 5e mandat? Comment se fait-il que c'est seulement sur le continent africain qu'on a de ces genres d'anomalies? Non, ça peut se comprendre. Hein. C'est au-delà de tout un continent jeune en matière de démocratie. On est toujours à l'apprentissage et on a décidé de se débarrasser de toutes ces tendances de royauté. Simplement, il n'y a pas trop longtemps. On se croit toujours roi. Vous voyez un peu comment le chef se comporte. Le chef est adulé. Quand bien même le chef est en erreur, on dit non, le chef n'a jamais tort. On l'encourage, il est même insensé. Il est le plus beau. Quand bien même le chef est en train de mentir, il se trouve des gens à ses côtés pour dire non, le chef est mal compris. Voici le message qu'il est en train de faire passer. Donc, il y a toutes ces réalités qui font que l'Afrique en est là où il en est. Mais, je dis, il faut saluer un certain éveil de conscience collective. On a une jeune génération sur ce continent qui a conscience de ce que c'est une aberration que ce continent constitue. Pas que l'avenir des Africains, mais l'avenir du monde. Tout est puisé ici, tout est reparti ailleurs, mais tout revient par ici. Donc on ne peut pas ne pas faire avec le continent africain. Alors qu'il en soit ainsi et que le continent soit toujours à la traîne, c'est simplement une aberration. Et de plus en plus, il y a des voix qui se lèvent pour dire ça doit changer, pas au sens des hommes politiques, mais au sens de ses fils qui résolument croient au rêve de Kwame Nkrumah et autres. Donc c'est ce vent qui est en train de souffler sur ce continent. Donc toute proportion gardée, on peut comprendre un peu ses velléités, mais il est temps simplement de tourner la page. Et il faut que les nouveaux leaders comprennent que c'est la direction à suivre. En fait, je ne postule pas pour le fait qu'on dise que l'Afrique est un continent à la traîne. Moi, je pose souvent la question à la traîne par rapport à qui, par rapport à quoi. Vous l'avez dit, nous sommes très jeunes en matière d'application des principes démocratiques. Et donc, il faut éviter de comparer cette jeunesse démocratique à celle des États occidentaux. Nous sommes en train de faire petitement notre expérience et je pense que tout finira par se stabiliser. Les États démocratiques occidentaux ne se sont pas construits en 50 ans ou en 55 ans. Encore que nous avons commencé l'expérience de la démocratie en 1990-91. Dans les années 90. Exactement. Et je refuse qu'on essaye de comparer mon Bénin démocratique à la démocratie française, par exemple. Nous avons quoi, à peine 25-26 ans d'expérience. Nous allons y arriver. Il y aura des erreurs, on va se casser la tête, on va se relever. Dites-vous, en France, par exemple, ils ont tué des chefs. Ils ont décapité des rois par le passé. Personne n'en parle. Nous, aujourd'hui, nous ne faisons plus ça. Nous ne faisons plus, en 25 ans d'expérience démocratique, nous ne faisons plus ça. Et donc, je pense que l'examen, de façon progressive, le processus démocratique va s'installer convenablement dans les pays africains. Voilà. Donc, c'était donc le premier sujet en débat dans cette émission Sika Infomag. Je précise que nous avons eu des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de cette émission et sur le site internet de Sika TV, c'est www.sikatv.info. Je vous lis la réaction de Louis Betoro du Bénin qui nous écrit depuis la ville de Paou au Bénin qui dit « Nous lançons un appel à toutes les filles, à tous les fils du Burundi à trouver une solution rapide à cette crise, une fois encore naissante dans ce pays. À quand la paix en Afrique ?» Et je vous rappelle également que nous avions eu le message de Ali Baro Kaboye qui dit « La communauté internationale doit certes condamner le coup d'État militaire au Burundi car c'est anticonstitutionnel, mais cela permettra aussi de tourner la page. » Pierre Nkoronziza. Nous allons aborder donc d'un instant à l'autre le deuxième sujet. Madame, Monsieur, donc comme je vous le disais, c'est par ces points, c'est donc ces éléments que nous mettons donc fin à ce premier sujet que nous avons discuté dans Sika Infomag. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité
Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon deuxième mandat. Après, à la veille du passage de témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement prouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag se poursuit. Nous allons observer une courte pause pour le tour de l'actualité sur le continent africain et dans le monde entier. Ce sera à travers ce flash d'informations que je vous invite à suivre. Au Burundi, le président Nkurunziza se trouve toujours en exil en Tanzanie. Les tirs à l'arme lourde ont cessé ce jeudi en milieu de matinée à Bujumbura, que les poutistes disent désormais contrôlés. Au lendemain de l'annonce de la destitution du président, la radio et la télévision nationale sont toujours aux mains des militaires loyaux à Nkurunziza. En visite au Nigeria, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a apporté son soutien ce mercredi au président élu Muhammadu Buhari. Au cœur des discussions, la relance des activités de la Blair's Africa Governance Initiative et de la Faith Foundation qui ont travaillé main dans la main pendant plusieurs années au Nigeria. En Tunisie, la société civile a dénoncé ce mercredi le caractère liberticide de projets de loi visant à protéger les forces de sécurité contre les mouvances djihadistes armées. Ce projet approuvé en Conseil des ministres a été jugé incompatible avec les standards internationaux des droits humains par 13 ONG. Sika Infomag se poursuit avec nos deux invités, Belarminus Kapovi, docteur en communication politique, et Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de Sika TV. C'est pour débattre à présent de notre deuxième thème du jour, l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Camara en Guinée. Est-ce un coup ou un bluff politique? Ce sera juste après ce générique. Le capitaine Moussa Dadis Camara annonce son retour aux affaires. Il compte être candidat. Il sera candidat en octobre prochain pour la présidentielle dans son pays. Joël Yetonji, est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre cette annonce au sérieux? Ça dépend de quel côté on est. Ça dépend de quelle lecture on veut en faire. Mais ce n'est pas une candidature à banaliser, tout au moins pour l'intéresser lui-même. Parce que ça donne quand même un signal. Dadis Camara, on n'a plus besoin de le présenter. Et depuis qu'il s'est retrouvé au Burkina Faso, on n'entend pratiquement plus parler de lui. Et cela coule douce, pouvait-on dire, du temps de Blaise Compaoré. Mais depuis Blaise est parti, c'est devenu un colis difficile à porter, mais l'homme est livré à lui-même. Et un homme ne reste pas seul. Ce n'est pas concevable pour l'être humain. À sa place, n'importe qui comprendra que l'homme donne de la voix. Mais est-ce que c'était opportun que Dadis Camara donne de la voix? Simplement, je pense que la réponse est oui. C'est sans ambages. Dadis Camara vient de quelque part, de la grande région forestière. Cette région à qui Alpha Condé doit beaucoup. Qui vous souviennent que pour son élection en 2010, on a vu un certain Alpha Condé promettre le retour de Dadis Camara une fois lui élu. Promesse qu'il n'a pas tenue. Promesse qu'il n'a pas tenue, et il a fallu les derniers bouleversements que nous avons connus ces derniers jours pour qu'il porte à la tête du ministère de l'Industrie l'allié d'hier de Dadis Camara, M. Barry, je vais nommer. Et Barry, nommer Barry, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout. Alpha Condé, officiellement, n'a pas encore parlé, mais on sait qu'il rempile. Il remplit, et cette forêt, cette région forêt, je vais parler de la région forestière, la région d'origine de Dadis Camara, pesera lourd dans la balance en ce qui concerne ses prochaines élections. Alors, Dadis Camara, je le vois dans un jeu pour lui d'abord, parce qu'on sait le dossier qui est pendant devant la justice. C'est clair qu'à l'heure où nous parlons, Dadis Camara ne doit pas être inquiété. Il est cité à titre de témoin pour l'instant. Mais on ne sait pas tout le développement que ce dossier peut connaître. Alors, est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? C'est la grande interrogation. Alors, les hommes politiques, on sait comment ça se passe. Mais ce qui est sûr, en donnant déjà sa candidature pour l'acteur politique, c'était un homme en uniforme, certes, qui a eu le temps d'apprendre, il l'a mûri, et je vois un homme en train de jouer plutôt
son avenir, pas forcément politique. Il s'agit pour lui d'un retour au pays parce que la situation au Burkina Faso aujourd'hui, demain on peut lui demander de partir. Mais s'il joue franc jeu, il joue franc jeu vis-à-vis simplement de sa personne aujourd'hui, ça peut l'aider demain pour un retour. Il peut toujours négocier. Son allié d'hier, à qui il a confié toute sa famille avant de partir au Burkina Faso, qui est aujourd'hui au gouvernement, qui s'entend très bien avec Alpha Condé, il peut jouer les intermédiaires pour négocier quoi? Négocier la tranquillité. Donc vous pensez que c'est plutôt un appel de pied alors que Dadis Camara... C'est un appel de pied. Moi, je ne vois pas Dadis Camara, un candidat sérieux en train d'aller aux élections, remporter les élections. Non, il est en train de jouer sa crédibilité, il est en train de jouer son avenir. C'est ce que je suis en train de voir. Maintenant, de part et d'autre, les gens vont tirer les ficelles. L'opposition, vous avez vu un peu, Céline Dayel Diallo, quand il a pris la nouvelle, il a dit, bon, en tout cas, les tests n'interdisent pas à Dadis Camara de se présenter, nous n'avons rien contre, mais par la suite, on va suivre le mouvement de Dadis. Chacun va essayer de monnayer un peu cette candidature. Et ensuite, Dadis Camara verra un peu de quel côté il peut jouer pour pouvoir tirer son impact du jeu. Je ne vois pas autre chose pour l'instant. Madame Minus Kakovi, votre avis, est-ce qu'on peut prendre au sérieux cette candidature de Dadis Camara? Cette candidature me fait marrer, tout simplement. Connaissant l'homme, il aime bien les caméras depuis qu'il a été président de la junte au pouvoir. Et il a pris goût aux caméras. Et depuis son exil au Burkina, il n'a plus droit comme ça aux caméras et donc ça lui manque. Les projecteurs lui manquent. C'était une opportunité à saisir. Oui, je pense que c'est le dernier soubresaut du fauve agonisant. Il sent que bon, les taux semblent se resserrer autour de lui et donc il faut quand même jouer son avenir justement comme Joël Yetonji le disait. Et donc la meilleure parade pour lui aujourd'hui, c'est de jouer les troubles faits politiques. Cependant, ça va lui être compliqué. Ça va être compliqué. Déjà, ça fait des années qu'il ne vit plus en Guinée. Oui. Donc la maîtrise du terrain ne lui est plus totalement favorable. Oui, mais vous savez, en Afrique, ce n'est pas nécessairement une question de maîtrise de terrain, mais oui, c'est plutôt une question d'ethnie. Et on sait qu'il vient d'une région qui est toujours déterminante pour briguer le poste de président en Guinée. Est-ce que cela ne va pas peser justement dans la balance? C'est là où je pense qu'il va être très vite phagocyté. Très vite phagocyté parce que les manœuvres vont commencer très tôt, si elles ont déjà commencé. Et essayer de le récupérer, comme Joël le disait. Et je pense que le président sortant, Alpha Condé, fera tout pour le récupérer. Surtout que déjà, on se rappelle, son élection il y a 5 ans était plus ou moins tumultueuse. Chez les partisans de Céline Dayel Diallo, il est toujours contesté. On estime qu'il a été mal élu, très mal élu. Et donc aujourd'hui, il a l'impératif d'avoir un allié de taille. Et donc cet allié, c'est peut-être les partisans ou la région forestière dont vient Dadis Camara. Et il a très bien fait de très vite nommer... Annoncer justement, de nommer l'ancien allié de Dadis Camara. Et les informations que moi j'ai aujourd'hui, cet allié, il est très bien écouté par le président Alpha Condé. Et ce qui crée une certaine jalousie au sein donc de ceux qui entouraient le président par le passé, qui estiment que bon voilà, il vient, il ravit tout. Et apparemment, il pourrait devenir le directeur de campagne du président sortant. C'est ce qui est en train d'être discuté actuellement. Et donc, si jamais Alpha Condé décidait cela, je pense que ce serait un argument fort qu'il aurait... Oui. Alors dites-nous, est-ce que vous ne pensez pas justement que le capitaine Dadis Camara a juste fait cette annonce pour avoir un permis de retour au Bercail, vu qu'il peut y avoir des mandats de poursuite de la justice guinéenne contre lui au sujet des manifestants qui ont été tués pendant qu'il était président? Oui, on peut aussi le dire, mais je pense que ce serait quand même un peu marrant que quelqu'un qui sait que dans le pays, il va être poursuivi, se décide comme ça à faire un tel coup pour pouvoir retourner au pays. Normalement, il doit chercher un parapluie quelque part pour s'estiper des griffes. Le Burkina, il n'a plus son parrain au Burkina. Aujourd'hui... Est-ce qu'il était vraiment son parrain? Mais il était quand même protégé, sous Compaoré. Aujourd'hui, quel pays accepterait l'accueillir? Aujourd'hui, il n'a plus le vent en poupe. Il y a plusieurs pays. Le Bénin accepte souvent les ex-poutistes. On en a quelques-uns chez nous. Contre quel intérêt? Non, je pense que aujourd'hui, sans l'étau se resserrer autour de lui. Et donc, il lui faut faire un coup médiatique comme il en a l'habitude et essayer de voir comment ça va se jouer. Les négociations vont commencer. Ils vont essayer de le tirer. Et donc, s'il accepte d'aller vers
le camp gagnant, il pourra voir son avenir être protégé pour les 5 prochaines années. Je pense que c'est un calcul politique. Joël Etondi, est-ce que vous pensez qu'il a une chance par rapport à ce projet d'être président de la Guinée un jour? Non, pas président de la Guinée. Comme je le dis, l'homme joue plutôt son avenir. Il veut savoir ce qu'il devient. Et il veut continuer. Il veut voir s'il pèse encore. Il veut se créer un avenir, savoir qui il est en tant qu'homme. Il veut être libre de ses mouvements. Il veut enfin revivre. Et si les Guinéens lui donnent peut-être la chance de rêver gros, un jour, il le fera. Il faut constater que c'est un homme. Il faut constater que c'est un homme très déterminé. Puisqu'il avait été applaudi quand il a pris le pouvoir. Il est prêt à profiter de la meilleure des occasions, la moindre occasion qu'on lui offrira, il en profitera. Et dans ce qui se joue actuellement, il faut constater malheureusement que la justice de part et d'autre sur le continent, ce n'est pas encore ça. C'est le dernier bastion, mais qui souvent... Ah oui, s'il est de la séraille, de la justice, c'est ce dont je parle. Les gens n'ont pas souvent les mains libres. Et ça, ce n'est pas rien non plus. Dadis Camara, actuellement, de par sa position, son allié d'hier, devenu allié d'Alpha Condé, tout ça, ça pèsera lourd dans la balance. Alors, dans les négociations, Alpha Condé, fragilisé avec tant de mouvements dans son pays, s'il se rend compte que vraiment la seule issue pour lui, c'est d'avoir cette région forestière, il n'a pas tenu sa parole hier. Il a voulu se racheter. Il nomme un fils de la région. Il y a l'autre fils qu'il a promis ramener, qui veut être maintenant candidat. Mais il faut le faire taire. Le faire taire, l'autre dira, mais la seule condition pour moi, c'est de tout faire négocier avec cette justice-là, qu'on me colle la paix. On va faire des aveux, on va trouver des gens emprisonnés, mais pas moi. Moi, je ne l'ai pas demandé de tuer. Mais tout ça, c'est possible. Et si ça arrivait, et qu'il se rend compte qu'on peut lui assurer un retour chez lui, il va se permettre de le faire. Oui, mais Joël Etondi, j'ai une interrogation qui me vient à l'esprit. Est-ce que justement, dans cette pagaille aujourd'hui politique qui s'organise en Guinée, l'armée ne risque pas d'intervenir, de faire appel à un Dadis Camara comme le sauveur, on l'appelle pour venir redresser le pays? Non, la situation n'est pas si délétère. Dadis Camara l'aurait fait... Il y a un bras de fer entre l'opposition et la mouvance, et le président. Et cela risque d'amener dans une situation de non-organisation des élections présidentielles. Le président actuel peut se retrouver dans une situation d'anticonstitutionnalité, de vide constitutionnel. C'est possible que l'armée puisse intervenir. Ça aurait été la faute des opposants. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que les partisans de Cellou Dalein Diallo ont toujours considéré Alpha Condé, le président Alpha Condé, comme mal élu. Et donc, ils ont commencé à faire des manifestations. Mais ils savent très bien que les élections, c'est pour bientôt. Oui, c'est en octobre. Voilà, c'est pour bientôt. Donc, il ferait mieux de se calmer et qu'on organise les élections. Maintenant, s'il n'y a pas élection... Alpha Condé sera dans une situation de vide constitutionnel. Oui, mais l'armée ne va pas intervenir. Le ministre délégué chargé de la Défense... l'exemple là. Oui, non, mais c'est différent. Le ministre délégué chargé de la Défense que j'ai l'honneur de connaître, le maître Camara, est très proche du président et il maîtrise très bien l'armée aujourd'hui. On l'a toujours dit, Blaise Compaoré maîtrisait bien son armée. Oui, et pourtant, c'est sa garde républicaine qui l'a renversé. Il maîtrisait une partie de son armée, Blaise Compaoré. C'est toujours comme ça. Donc, mais ce que vous ne dites pas, c'est que c'est pour la première fois, depuis les années 58, pour la première fois qu'on a voté une loi sur le statut des militaires. Et ça, c'est grâce au pouvoir actuel. Et donc, les militaires aujourd'hui, si vous discutez avec les militaires guinéens, ils vont vous dire qu'ils sont heureux. C'est des gens qui sont contents de l'action de cette loi, notamment du président Alpha Condé, porté justement par Maître Camara. Au-delà de ça, il y a eu un plan quinquennal de développement de l'armée, des forces armées guinéennes. Donc, il y a autant d'initiatives aujourd'hui qui contentent les militaires. Non, il ne s'agit pas de cela, Arminus Kapovi. Il s'agit de crise politique. Dans une crise politique, l'armée, justement, peut intervenir. Cela n'est pas impossible en Guinée, si en octobre, les élections ne sont pas organisées. Est-ce que vous ne voyez pas cela ainsi? Enfin, moi, je reste sceptique par rapport à ça. Et, toutefois, je pense que la crise va s'estomper. Parce que Dalein Diallo, il veut aller aux élections. Mais il demande un certain nombre de préalables. J'invite le gouvernement guinéen à comprendre aujourd'hui qu'une crise, ça n'arrange pas non plus la situation socio-économique du pays. Parce que, en même temps, vous voyez, les Africains, c'est aussi parfois notre péché mignon, c'est que nous sommes souvent pressés. Il faut dire, depuis 1958, la Guinée a été toujours dirigée par des régimes forts, autoritaires. Pour la première fois, ils ont un régime démocratique, et démocratiquement élu. Moi, je pense qu'il ferait mieux de laisser faire, parce que demander à Alpha Condé de faire en 5 ans
ce que les autres n'ont pas pu faire depuis 1958. C'est quand même abusé. Joël Yetondy, les risques d'un putsch militaire si les élections n'étaient pas organisées en Guinée. Non, je suis aussi de ceux qui pensent que, pour une fois, hein, parlant de pays africains, d'instabilité, c'est vrai que la situation n'est pas rose en Guinée non plus, mais c'est vrai qu'il y a une situation un peu atténuante de ce côté-là. Cette armée, elle est particulièrement heureuse ces temps-ci. C'est vrai. C'est un facteur très déterminant qui joue en faveur d'Alpha Condé. Sinon, ce à quoi on assistait depuis, on aurait... Parce que, vous l'avez dit, c'est un pays habitué à des situations très difficiles. On aurait vécu autre chose depuis. Et Alpha Condé a vite compris ce message. Et ça dessert un peu l'opposition. Et votre Dadis Camara, c'est profitant, oui. C'est pas mon Dadis Camara. C'est profitant justement de cette situation que lui, il a fait son annonce là. Et il joue les troubles-fêtes. Ça va mener un nouveau développement dans le pays. Voilà, et ce n'est pas de nature à arranger Céline Diallo dans sa situation actuelle. Non, du tout pas. Je ne pense pas. Merci Joël Yetondy, merci Bélarminus Kakovi, Madame, Monsieur Checherato pour la première partie de cette émission consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui à l'impasse politique au Burundi où on m'annonçait tout à l'heure donc que les poutistes essayent de reprendre la radio-télévision nationale. Et on s'est également intéressé dans cette émission à l'annonce de la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara en Guinée. Merci de nous avoir suivis. Poursuit à présent, voici l'actualité économique à travers le journal de l'économie qui vient mettre un terme à Sika Infomac de ce jour. Je vous laisse donc suivre les nouvelles économiques du jour.